Salut copains copines, ici John Sandal qui te parle et qui a le plaisir de te présenter sa toute première vidéo de voyage, le Tour d'Espagne et du Portugal à vélo. Mais ce voyage, je l'ai pas fait solo. Je l'ai fait avec mon père qui a bien bossé sur le projet, en faisant le tracé du parcours, les estimations de temps, de distance, de dénivelé, la prépa du matos, mise en branle des vélos, enfin pas mal de choses importantes au final, tu l'auras compris. L'idée elle est née simplement. On vit dans le sud, à 2-3 coups de pédale de l'Espagne, on a 3 mois chacun devant nous, alors on s'est dit let's go, on fait le tour de la péninsule ibérique. Je ferai un petit point matos à la fin histoire que tu saches avec quoi on est parti. Mais allez, sans plus attendre, commençons par le premier jour de voyage. Et voilà, on est parti pour une balade de 2 mois et demi et 4500 km. C'est le 18 septembre 2023 et comme d'habitude dans nos PO, il fait irrémédiablement beau. Tout à l'heure je disais qu'on était à 2-3 coups de pédale de l'Espagne. Ça dépend du chemin j'ai envie de dire car en tout cas le nôtre il s'est allé sur 44 km et 1500 mètres de dénivelé positif. Grosse première journée donc. Journée qui d'ailleurs en termes de dénivelé restera longtemps imbattue au cours du voyage. Mais heureusement pour les hippos il y a toujours ce qu'il faut. Ça c'est ce que j'appelle de la restauration de bord de route de luxe. L'ascension se termine au col d'Ar à 1513 mètres d'altitude, derrière lequel on plante le premier bivouac au village catalan de Camprodon. Ah la Catalogne, pays des années du soleil. Le temps reste heureusement frais alors qu'on longe tranquillement les contreforts des Pyrénées d'est en ouest. Malgré les sécheresses qu'on s'est tapées dans la région en 2022-2023, le temps reste agréable et c'est pas pour nous déplaire. Mais petit à petit, le temps se réchauffe alors qu'on approche du premier objectif, le désert des Monegros. On ne le sait pas encore, mais ça va chier des bulles carrées à ce niveau-là. Mais heureusement, la restauration de route ne faillit jamais. Et on n'est pas les seuls à en profiter. C'est déjà le 7e jour, et voilà un exemple de journée type. Réveil vers 8h, le temps de déjeuner, plier bagages, départ 9h. 13h30, 14h, on achète à manger et on se pose pour siester un peu. Voilà. Avant de repartir autour des 16h. Et ouais, c'est la belle vie. Puis arrêt, quand on le décide, selon notre ressenti, la météo, le soleil et les lieux qu'on trouve pour dormir. Autour de nous, les fameuses cultures irriguées de Catalogne font leur apparition, le tout quadrillé de canaux géants tels que celui-ci qui prend sa source dans les Pyrénées, le canal de l'Aragon et de la Catalogne. Ah oui! Et à part la chaleur, une odeur a réveillé un mort qui plane dans l'air en permanence dans les campagnes qu'on traverse. Le coupable, il est de tôle et de béton, porcherie à l'échelle industrielle dont le nombre incroyable fait que ça peut sentir la merde sur des kilomètres entiers sans discontinuer. Difficile de remanger du porc quand on sait quelle vie ils ont là-dedans. Alors que nous approchons du désert des Monegros, la végétation se raréfie petit à petit. À ses abords, on quitte la vallée fertile de la Cinca pour les plateaux arides du désert, et tout ça après une ascension. Mais pourquoi Monegros qui veut dire Mont Noir ? Eh bien, c'est en référence aux forêts de pins qui couvraient autrefois la région, et qui aujourd'hui ne constituent plus que quelques zones protégées sur les hauteurs du désert. Le reste a été rasé par l'homme pour le bois d'œuvre. Privé de végétation pour la retenir avec ses petits bras musclés, la couche de terre fertile s'est barrée avec les vents et la pluie, emportant avec elle tout espoir de revoir un jour des forêts sur le territoire. Ce désert est donc en soi un petit peu artificiel. Et là, premier coup dur. Ayant négligé l'étendue du désert et la rareté de son peuplement, nous nous retrouvons sans eau ni nourriture pour la soirée. Bon, faut avouer, faut dire qu'il n'y a pas de quoi mettre ces jours en danger. On n'est pas dans le désert de la mort non plus, mais quand même ça fait chier quoi. Surtout pour l'eau. Et là, qui dit premier coup dur, dit premier miracle. En toute fin de journée, on tombe sur un minuscule petit village au beau milieu du désert, j'ai nommé Valfarta, la Providentielle. Comme dans tout village qui se respecte en Espagne, paumé comme pas paumé, un bar d'ouvert avec un mec planté là au milieu comme s'il t'attendait depuis toujours, et prêt à te faire à manger à toute heure. Et parce que l'Espagne n'est vraiment pas un pays comme les autres, le gars, il nous dit qu'à côté il y a un camping, sans gérant, donc gratuit, avec eau chaude et électricité. Un truc de fou. Un mystère jamais résolu, mais en tout cas, Valfarta, on te doit une fière chandelle. Sinon il fait beau. Il fait chaud surtout. Très chaud. Et malgré le désert, la vie est partout. Petit point SVT. Il y a un petit peu de tout comme ce joli petit romarin, n'est-ce pas ? D'autres arbustes adaptés aux rudes conditions de la vie de la région, telles que cette soude vermiculée qui a rétréci la taille de ses feuilles pour éviter de se déshydrater au soleil. De ce que j'ai pu lire, le désert serait arpenté par de grands animaux, genre sangliers, renards et même lynx ibérique. Le seul dont je peux vous confirmer la présence, c'est le lièvre, puisque j'ai là une preuve irréfutable et qu'en plus on en a vu. Mais alors impossible à filmer.
À peine tu t'approches à moins de 200 mètres et ils détalent comme des lapins. Autres habitants du désert, plus surprenants pour leur part, des moustiques, plein de moustiques, des grenouilles, des libellules, des joncs et des massettes autour d'étranges étangs plantés au beau milieu de nulle part. Attention, petit point culture. En fait, ces petits étangs-là, ils sont pas naturels. Mais non, c'est les anciens, parce qu'un ancien, ça a toujours de la suite dans les idées, qui ont creusé d'immenses trous au fond de petits vallons à la confluence de plusieurs ruisseaux temporaires, c'est-à-dire qui ne coulent que quand il pleut, pour récupérer et stocker l'eau des rares pluies pour l'agriculture et le bétail. Au final, ça aura aussi contribué à enrichir la faune et la flore locale. On a croisé aussi d'autres systèmes plus modernes. Attention, démonstration. Les reliefs naturels canalisent l'eau de pluie en un petit cours d'eau au milieu duquel est bâtie une structure en entonnoir. Celle-ci conduit l'eau à un immense réservoir équipé d'une poulie par laquelle on peut remplir l'abreuvoir d'à côté pour les bêtes, surtout des chèvres d'après ce qu'on a croisé. Ouais, faut pas avoir peur de choper une merde, hein. Très ingénieux donc, mais avec peut-être un seul inconvénient, c'est que les argiles charriées par l'eau s'accumulent dans le bassin et doivent être extraits. Ça vous donne une idée de l'échelle, valeureux cyclistes. Après 3 jours de traversée des monnaies grosses, nous rejoignons l'Èbre, Rio Ebro pour les Intimos, fleuve principal du nord de l'Espagne, 928 km de long et 85 000 km² de bassin de drainage, l'équivalent de la Nouvelle-Aquitaine actuelle. Le deuxième plus long fleuve de la péninsule, mais surtout le plus abondant en termes de débit. Et c'est en longeant son cours que nous arrivons à Saragosse, dont la splendide basilique Notre-Dame del Pilar figure parmi les plus hauts lieux de la chrétienté et constitue un centre de pèlerinage bien connu des fidèles. À peine 2 jours plus tard, nous atteignons déjà notre deuxième point d'intérêt du voyage, le désert des Bardenas. Et ouais, encore un désierto. Le désert des Bardenas est bien plus connu que son homologue de l'Est, et pour cause, en plus d'être d'une beauté époustouflante, il est protégé en tant que parc national et sillonné de diverses pistes que l'on peut emprunter librement ou via des agences de tourisme. Truffé de canyons, d'orgues, mais aussi de formations sédimentaires érodées semblables à des tas de sucre sur lesquels on aurait versé de l'eau chaude, le désert présente aussi des couleurs singulières, allant de l'ocre au brun, en passant par le gris qu'il doit à ses couches successives d'argile, de calcaire, de marne, de gypse et même de fer. Mais comment c'est que ça s'est créé ça ? Attention, démonstration. C'est lors de la formation des Pyrénées et de la Cordillère ibérique que, sous l'effet de l'effondrement de la vallée de l'Èbre, une région qui sera plus tard le désert que l'on connaît est devenue une dépression cernée de montagnes. Une dépression, c'est-à-dire un trou quoi, un fourrade comme on dirait chez moi. Les eaux des torrents et rivières descendant de ces hauteurs charrièrent foule de sédiments dans cette dépression qui se transforma en lac, puis peu à peu en marécage, au fur et à mesure que les sédiments s'accumulaient et que du coup, le lac devenait de moins en moins profond. Sous l'effet de l'érosion, la dépression a fini par s'ouvrir vers la Méditerranée en se vidant via la vallée de l'Èbre. Voilà donc depuis 10 millions d'années que ces sédiments, accumulés sur une épaisseur estimée à 4 km quand même, s'érodent au fil des rares pluies et du vent pour former ces paysages que nous arpentons aujourd'hui. Ah d'ailleurs, petit point culture. Le désert des Bardenas Reales est encore utilisé aujourd'hui comme zone de pâturage. Le terme Bardenas venant de Pardinas, qui évoque les pâtures des plaines bordant le Rio Ebro, et Reales venant de Royal, qui rappelle que la région appartenait autrefois au royaume de Navarre. Que voir au Bardenas? Le fameux Castell de Tira, premier truc qu'on voit sur la page internet en tapant désert des Bardenas dans la barre de recherche. Un bien joli tas de terre rouge orangé et blanc, dominé par un chapeau dur en pierre qui le protège plus ou moins de la pluie. Il y a aussi le polygone de tir de l'armée de l'air espagnole, dont la présence en zone naturelle reste encore controversée. Le truc qui surprend, c'est qu'on se demande au début qu'est-ce que fait cette zone interdite en plein désert. Un genre de zone 51 espagnole quoi, tu vois. Et il y a aussi le massif de Pisquera, qui rappelle le Far West américain. J'ai d'ailleurs appris qu'une part de Game of Thrones a été tournée au Bardenas, donc avis aux grands fans de la série quoi. Voilà. À moins de 100 km au nord des Bardenas, Pamplune, implanté dans un décor complètement différent comme tu peux le voir. Et ouais, qui dit proche de l'Atlantique et du Pays Basque dit herbe folle et pâture verte. Alors bien qu'il y ait 1000 choses à faire à Pamplune, la capitale de la Navarre, c'est avant tout sa feria qui est connue dans le monde entier, et son fameux lâcher de taureau qui se fait vers la mi-juillet où les aficionados et autres grands allumés du casque courent au devant des bêtes en furie dans les rues de la ville jusqu'à l'arène. Autant dire qu'on sait se marrer en Espagne. Hein, Bilout ? C'est aussi là qu'on croise le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est d'ailleurs l'occasion de profiter de l'auberge à pèlerins de la ville, ici en l'occurrence une énorme église aménagée en dortoir géant. Après ce détour par la reine de la feria, nous passons par la principauté de la Rioja, connue comme étant le fleuron de la viticulture espagnole, en témoignent les bodegas que l'on croise à chaque coin de rue. Tête dans le guidon, on file plein ouest en passant par Burgos, connu pour sa cathédrale et traversée chaque jour par foule de pèlerins. Ah d'ailleurs, si vous aimez l'ambiance des pieds fribouillis qui puent, les ronflements de grand-mère dans les dortoirs et les réveils en grande pompe, et pas limite à coup de pompe, avec des plafonniers automatiques qui t'allument la gueule à 6h du mat, je vous conseille l'auberge de la ville.
Après Burgos, on quitte quasiment plus nos petits potes pérégrinos qui se suivent en véritable procession au milieu d'interminables plateaux quadrillés de champs à perte de vue. Très vite lassés de voir le même paysage, nous décidons, attention le petit détour, d'aller jeter un coup d'œil vers les monts calcaires des Picos d'Europa, à cheval entre les Asturies, la Cantabrie et Castilla y León. Dans la continuité des Pyrénées, la chaîne s'étend sur 480 km. En grande majorité calcaire, celle-ci est connue pour ses canyons et son réseau karstique dont fait partie le système del Trave, qui compte parmi les gouffres les plus profonds du monde avec ses 1441 mètres de descente verticale. C'est important le 1 à la fin. Niveau relief, le massif est dominé par le Torre de Cerredo, qui culmine quand même à 2649 mètres. Un beau massif aux hauteurs bien pelées et si blanc qu'il en éblouit la caméra. Le soir du deuxième jour de traversée du massif, on décide de descendre Fissa pour éviter le froid des hauteurs, sachant qu'on dort en tente, et qu'en plus, chacun se douche avec 3 bouteilles d'1 litre qui ont bien le temps de se calibrer à la température extérieure. On atterrit alors au super village de Oseja de Sajambre, Oseja de Sajambre quoi, où on passe une nuit insolite sous un préau d'église. Tiens, une petite curiosité du coin que l'on trouve à foison dans la région, ce sont ces fameuses cases à grains faites évidemment pour garder le fruit des récoltes au sec. Mais alors question, qu'est-ce que c'est que ces espèces de pierres plates au sommet des piliers? Et pourquoi la dernière marche de l'escalier ne touche pas tout à fait le rebord de la case? Parce que c'est pas un hasard ça. Et je te laisse le temps d'y réfléchir. Juste le temps de descendre 60 km non-stop via le célèbre Desfiladero de los Bellos, des gorges étroites longues d'une vingtaine de kilomètres creusées par la rivière Sella. Une route à risque quand même à en juger par les nombreux impacts des pierres tombées des falaises sur la route. Alors, une idée du pourquoi du comment de la structure de ces cases à grains? Eh bien déjà, d'être sur des piliers, ça permet aux grains d'être à l'abri de l'humidité du sol et de sécher plus rapidement. Ensuite, si les escaliers montent pas tout à fait jusqu'en haut, c'est pour éviter que les rongeurs puissent accéder aux grains. Et comme ces derniers sont aussi très bons grimpeurs et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'escaliers, c'est pour ça que ces grosses pierres plates sont là pour entraver leur progression. Et ouais, aussi bon grimpeur soit-il, le Ratouli, il passe pas du 9B+ en dévers non plus. Et voici la dernière vue du massif depuis le dernier col avant d'attaquer la côte asturienne et la moiteur de l'Atlantique. Encore une fois, changement radical de paysage. On laisse à la roue arrière le froid montagnard et le soleil éclatant pour plonger de la roue avant dans une épaisse mer de nuages humides, moite, et qui colle déjà aux mains. Attention, petit point météo. Les Asturies subissent tout au long de l'année les influences du nord Atlantique qui amènent énormément d'humidité. La chaîne cantabrique faisant barrière à ces influences, le nord du massif subit un climat océanique humide et aux températures constantes, alors que le sud reste en climat continental à méditerranéen, avec moins de précipitations et de grands écarts de température entre l'été et l'hiver. Un truc qui frappe aussi aux Asturies, c'est les forêts d'eucalyptus. Importées au 19e siècle pour sa résilience et adaptativité, l'essence s'est peu à peu répandue un peu partout en supplantant les espèces endémiques et en menaçant la biodiversité. Mais au lieu d'en enrayer la propagation, l'État espagnol, mais aussi portugais, en a subventionné la plantation à plus grande échelle. La raison en est bien évidemment économique. Plus rentable et productif, le bois d'eucalyptus est une matière première de choix pour l'industrie du papier. Au Portugal, 95% de la production de papier est exportée à l'étranger. Rien que ça. Mais à part ça, car j'aurais trop peur que tu dises que je vois que le négatif, la côte asturienne est vraiment un bijou de beauté. Sous influence océanique, la région et surtout la côte s'en trouvent très humides et les forêts en sont d'une exubérance quasi tropicale. Avec le style des maisons colorées, moi ça me fait penser à l'époque coloniale. Y'a un truc, non? Moi je trouve qu'il y a des airs d'île de la Réunion ici. Impossible de rater les falaises dentelées de la côte comme on a pu les voir ici lors d'un bivouac sur la Punta de Cuerno à Cadaveu. L'ancien port industriel d'Esteban de Pravia, mémoire vivante de l'époque où la région vivait de l'exportation de son charbon qu'elle extrayait aussi bien en montagne que sur la côte lors de la révolution industrielle des années 1830. Ici à Arnau a d'ailleurs été exploité le premier gisement situé sous le niveau de la mer. Il paraît aussi que son usine de zinc en fait la référence mondiale pour ce métal. Pour le coup, c'est donc avec un petit pincement au cœur quand même que nous quittons la belle côte asturienne pour nous enfoncer dans les terres de Galice et rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. La Galice est située à l'extrême ouest de ce qui porte le pseudonyme d'Espagne verte, soit la longue zone située sous influence atlantique. On va essayer de noter un petit peu parce que je ferai pas les rappels tout le temps. De toute manière, il n'y a qu'à regarder une photo satellite de la péninsule pour comprendre que ce pseudonyme n'est pas volé. Sa côte maritime a la même réputation que celle des Asturies, avec l'abondance de ses forêts et la magnificence de sa côte. Surtout, et moi je dis ça pour les amoureux de la mer de l'assiette, à faire pour sa gastronomie dont je ne saurais trop que vous conseiller le poulpe à la galicienne. Et c'est aussi en Galice que trône la célèbre ville de Saint-Jacques-de-Compostelle qui accueille chaque jour foule de pèlerins qui viennent pour les plus téméraires du Puy-en-Velay, soit environ 1500 km à pied, ça use. Un voyage sûrement harassant, mais connu pour les rencontres que l'on y fait, la remise en question de tout, de soi-même, le retour aux choses simples et surtout la solidarité. Puis nous atteignons la frontière avec le Portugal qui suit ici le cours du fleuve Minho. De l'autre côté, la ville fortifiée de Valença, nuit insolite garantie. Et c'est là, dès le lendemain, que les choses se gâtent. Alors qu'elle nous avait foutu la paix jusqu'à maintenant, la pluie venant de l'Atlantique se déchaîne.
C'est alors que commencent les pépins. Outre les séchages à répétition lors des éclaircies, de mon côté, je passe pas mal de temps à changer des rayons. Et ouais, ma roue étant légèrement voilée, il y en a toujours une qui force plus que les autres et on a beau passer du temps à corriger le voilage à la main, c'est loin d'être parfait. Surtout que ça concerne la roue arrière qui supporte toute la charge du matos et qui prend assez cher avec les rebonds sur les pistes. Et y a pas que moi, en face y a aussi de la casse. Alors petit point technique, comment c'est que c'est arrivé ça? Attention, démonstration. Le vélo jaune est muni de freins à patins qui freinent le vélo en serrant la jante. Alors que Todd Babé au sec, sous la pluie, c'est pas la même limonade. L'eau alourdit et agglomère les sables de granit des pistes qui se collent aux patins et qui, lors du freinage, bouffent petit à petit la jante. Il y a d'ailleurs aussi le sable que les Portugais adorent mettre entre les pavés de leur rue, qui ne tient pas avec les eaux de ruissellement et vient s'amonceler dans les bouches d'évacuation ou, accessoirement, sous les patins. Problème que j'ai pas eu avec les freins à disque, sûrement parce qu'ils traînent moins près du sol, contrairement aux jantes, c'est pas. Changement de roue donc au Portugal. Nous arrivons à Porto sous un ciel magnifique. Nous réservons ce qui sera notre 3e nuit en auberge à Peregrinos, car oui, outre le chemin tradit, il y a pléthore d'autres chemins dont le Camino Portugues qui passe par Porto. Après cela, petite visite de la ville dans la tenue qui s'impose. En partant le lendemain, nous découvrons le panorama sur la ville tant appréciée des visiteurs. Une bien jolie ville avec ses maisons colorées, ses barques traditionnelles et son ancestrale production de Porto sur les rives du Rio Douro. Ce ne sera pas notre visite la plus réussie, mais bon, quand la météo s'y prête pas, elle s'y prête pas. Plusieurs jours s'écoulent sans qu'il ne se passe grand chose. Oui, ça arrive. Nous enchaînons quelques nuits insolites, tantôt sous un porche de cathédrale, tantôt sous un préau de club d'aviron. Rien de très folichon, toujours avec la pluie sur le paletot. Et ouais, à cause de la météo, on est toujours obligé de trouver un abri pour la nuit maintenant. Et c'est d'ailleurs dès qu'on a besoin d'un truc qu'on se rend compte à quel point c'est rare. Et les vélos, qui avaient à peine vu l'ombre d'un bidon d'huile dans le nord de l'Espagne, sont à présent huilés tous les 2 jours. Le moral dans nos chaussettes détrempées, nous arrivons à la ville de Coimbra, plus dans les terres, connue pour abriter la plus ancienne université du pays. Fondée en 1290, elle figure d'ailleurs parmi les plus anciennes au monde encore en activité. Le jardin botanique vaut également le détour, et c'est bien sûr sans m'étaler sur tout ce que l'on peut y croiser par hasard. Alors que nous descendons lentement vers le sud, la pluie atlantique s'en donne à cœur joie et nous arrose allègrement la gueule à grands coups d'averse. Nouvelle nuit insolite, cette fois sous un pont d'autoroute. Autant les autres abris étaient plutôt modestes, là on aurait carrément pu faire un football sans voir l'ombre d'une goutte. Retour à l'océan, environ 100 km au sud de Coimbra, pour rejoindre Nazaré. Une bien charmante ville, n'est-ce pas? Dont voici le vieux quartier de Sitio, avec son magnifique point de vue à 100 mètres au-dessus de la ville et de la mer. Une belle et interminable plage bordée de commerces, un monde de folie l'été et du monde tout court l'hiver. Une super jolie station balnéaire donc. Mais Nazaré, c'est avant tout la ville où déferlent les vagues les plus hautes du monde, ni plus ni moins. C'en est devenu un spot de surf planétaire où les pros de la planche viennent se mesurer aux monstres de la Praia del Norte, la plage du Nord. Et en causant mensuration, le record de la plus haute vague jamais surfée est détenu par l'Allemand Sebastian Stettner, qui en octobre 2020 a affronté une vague estimée à 86 pieds, soit 26,2 mètres. Un sport à haut risque qui demande un peu de matos quand même, puisqu'il faut déjà se faire tracter en jet ski jusqu'au spot. Ouais, parce que toi, t'as cru que t'allais comme ça, toi, la vague de Nazaré, peut-être. Mais comment c'est que ça se fait ça? Attention, explication. Pourquoi les plus hautes vagues du monde se forment à Nazaré et pas ailleurs? Eh bien grâce au caractère unique du fond océanique qui présente un gouffre immense qui porte le nom original de gouffre de Nazaré. D'ordinaire, les vagues venant du large ralentissent et perdent de leur puissance au fur et à mesure que le fond marin remonte jusqu'à la côte. Mais là, c'est tout autre chose. Le canyon sous-marin de Nazaré, profond de 5000 mètres à certains endroits, canalise la houle de l'Atlantique vers la côte sans la freiner. Les vagues remontent alors brusquement à l'approche de la côte et viennent s'abattre avec une force inouïe sur la Praia del Norte, près du phare centenaire et emblématique de la ville.
Et alors qu'on poursuit la route vers le sud, sur les reliefs dominant l'océan, on tombe sur une concentration folle d'anciens moulins à vent qui témoignent encore de l'époque pas si lointaine, où ils étaient indispensables pour fournir de la farine. Sûrement placés là pour capter le fameux vent d'ouest, ils étaient à l'époque plus de 3000 en activité dans tout le pays, et sans compter les autres moulins comme les hydrauliques qui étaient alors 7000. Le temps nous réservant toujours quelques averses par-ci par-là, on profite des éclaircies pour tout faire sécher. Et je dis bien tout. La rentrée dans Lisbonne se fait laborieuse puisque c'est encore sous les averses que nous avançons, mais qu'en plus, faute d'aménagement pour vélo, nous sommes obligés de passer par un genre de voie rapide pour atteindre la ville. Problème un peu général dans tout le pays. Je glisse ça, je glisse rien. C'est donc de nuit que nous arrivons, saoulés, exténués, trempés, mais contents. Et je dirais que c'est dans une solitude totale que nous passons devant la tour de Belém, construite au XVIe siècle pour défendre la ville et qui en est devenue un lieu touristique incontournable. Et c'est donc en le contournant vaguement que nous passons ensuite vite fait devant le pont du 25 avril qui enjambe le Tage, fleuve le plus long de la péninsule ibérique puisqu'il la traverse d'un bout à l'autre, tout au long de ses 1078 km. Pour ceux qui se demandent où on a réussi à dormir en pleine ville, je vous dis tout de suite que malgré le fait d'avoir cherché d'arrache-pied une auberge à pèlerins pas chère, n'en ayant trouvé aucune et les ponts étant tous occupés, on a fini dans l'immense parc forestier de Monsanto, à 2 pas du centre. Et heureusement qu'il était là celui-là. Bon, du coup, le positif maintenant. Parce que les déboires et la météo ne font pas tout, il convient de rendre à Lisbonne ce qui est à Lisboa, c'est-à-dire son charme. Car il faut dire que la ville surprend par son allure d'époque. Point d'immeubles grisâtres dans la vieille ville, que de grandes maisons colorées aux toits en tuiles maçonnées qui font tout le caractère de Lisbonne. Oh tiens, une averse. Et il y a des coins si figés dans le temps que l'on peut s'imaginer à peu de choses près la dernière image de la ville qu'ont eu les grands explorateurs de l'époque tels que Vasco de Gama, en mettant les voiles vers des contrées lointaines et inconnues. J'espère que t'as apprécié cette phrase parce que t'en as rarement de la poésie comme ça, hein Milout ? De ce que nous avons vu, il convient d'aller arpenter le vieux quartier d'Alfama où monte le funiculaire, véritable monument historique roulant. On y trouve les plus beaux points sur la ville avec ses grues dressées comme des piquets de modernité noyés dans un océan d'authenticité. Après tout, on est au Portugal. Oh ! La place du commerce, autre point connu de la ville où se dressait autrefois l'ancien palais royal. Elle fut longtemps un quai de déchargement des navires marchands venus des 4 coins du monde et son grand arche formait la porte principale sur la ville. Après 2 jours sur Lisbonne, le temps reste sensiblement le même et... y'en a marre ! C'est alors qu'on décide de prendre la fuite par l'intérieur des terres où l'Atlantique nous foutra enfin la paix. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Tu surveilles ? Tu surveilles ? T'es le gardien, t'es le chef. C'est moi le chef. Et c'est alors que durant notre fuite, talonnés par les averses, nous traversons un paysage de vastes prairies clairsemées de grands chênes lièges et peuplées de troupeaux de taureaux, de cochons et compagnie. C'est le Montado. Montado désignant un système d'agroforesterie où prairies, arbres épars et bétail cohabitent mutuellement dans un esprit de productivité et de développement durable. Les jambons de porc qui en sortent, dits Porco Preto au Portugal et Pata Negra ou Bellota en Espagne, sont considérés comme les meilleurs et les plus chers du monde. Et ce car l'animal, en bon crapahuteur trifouilleur, évolue en quasi totale liberté en se nourrissant presque exclusivement de glands, d'herbes, de racines et tout ce qu'il trouve en farfouillant le sol. De retour en Espagne par la ville de Badajoz, on se prend encore une bonne saucée, pour la forme, avant que tout ne se calme au fur et à mesure que nous rentrons dans les terres. Badajoz étant à 200 km de la côte, c'est dire si les entrées maritimes peuvent rentrer loin dans les terres quand il n'y a pas de relief pour les arrêter. Eh oui. Nous pénétrons de nouveau au cœur de l'Espagne, aux routes sensiblement moins fréquentées. Voilà l'Extremadura espagnole. De grands espaces à perte de vue et... pas un rat, tout juste un chien pour vous courir après. Les cyclistes me comprendront, ça fait bizarro quand même. Et c'est là qu'on s'engage, sans méfiance, au cœur de l'Aride Sierra de Hornachuelos, située au nord de Séville et de Cordoue. Une bien jolie sierra, d'où nous n'aurions tiré que du positif s'il n'y avait pas eu cet énorme portail en plein milieu de la route. Alors ça mérite une explication. En fait, des chasseurs qui œuvraient dans le coin nous ont appris que nous venions de buter sur le site d'enfouissement de déchets radioactifs d'El Cabril. Voilà. Et que la route est barrée le week-end, nous on se dit on s'en fout c'est mercredi, et aussi le jour férié. Là c'est plus emmerdant parce que c'est la Toussaint. On avait déjà fait beaucoup de chemin sur la seule route de la Sierra, et ça nous paraissait impensable de revenir en arrière pour en faire le tour. Alors après de longues négociations infructueuses avec l'interphone du portail, les chasseurs au grand cœur, qui ont un pass spécial, nous proposent qu'on les attende pour traverser avec eux après la battue. 2 heures plus tard, celle-ci terminée, nos chers amis se mettent à attaquer la grillade en nous oubliant complètement. Bien! Compte tenu des circonstances, contournement du site par un interminable et labyrinthique dédale de pistes forestières et campements, là où on a pu, car le premier bled, Hornachuelos, est encore à 30 km. Sans ravito, ce fut une soirée légère mais néanmoins arrosée d'un fin crachin rafraîchissant dont on se serait bien passé. Ici le monastère de Notre-Dame de la Sierra, à San Calixto, à côté duquel on a dormi et que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Ouais, car aucune aide du ciel ce soir-là non plus, puisqu'il fallait que l'on tombe sur un cloître complètement scellé. Et pour te dire, même le facteur il sait même pas quelle tête ils ont les types.
Ah, l'Andalousie, nous y voilà, le fin fond de l'Espagne, l'extrême sud européen, l'une des régions les plus visitées d'Espagne, après les Baléares et la Catalogne, puisqu'elle attire environ 15% des touristes du pays, soit plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Des grands espaces sans circulation se prêtant bien au vélo, parfois entourés de champs d'oliviers s'étendant, et c'est vrai, à perte de vue. Regardez ça, on dirait qu'on a tricoté un pull vert à la colline. Encore loin d'ici, la Sierra Nevada, déjà un peu enneigée en ce mois de novembre et qui porte le point culminant de la péninsule. Eh oui, car celui-ci n'est pas le pic d'Aneto, plus haut sommet des Pyrénées avec ses 3404 mètres d'altitude, mais le pic de Moulassen, dans la Sierra Nevada, du haut de ses 3478 mètres. On chipote, me direz-vous. Mais quand même, pour dire qu'on a affaire à un massif d'assez faible étendue, c'est quand même impressionnant. Je trouve. Mais avant de nous attaquer à ce géant, on reste une paire de jours à Grenade, l'une des villes les plus visitées d'Andalousie, connue pour la fameuse Alhambra, dernier bastion mort d'Espagne après la Reconquista. La Reconquista. Oh. Bon, petit point histoire pour le fond de la classe. C'est au cours de l'an 711 que les musulmans commencent à conquérir la péninsule ibérique. C'est au bout de 5 ans de conquête à peine, assez facile d'ailleurs, que le chef Altaric l'emporte sur les Visigoths installés jusqu'à maintenant sur le territoire. Le peuple dit mort arrivera jusqu'à Narbonne puis tentera plusieurs fois de progresser plus au nord, notamment jusqu'à Toulouse et en Provence, mais sans succès. Au cours de cet affaiblissement, 2 foyers de résistance voient le jour dans les montagnes pyrénéennes et asturiennes. À force plus ou moins égale et bénéficiant de la protection des montagnes, les résistants perdurent face au califat qui n'a d'autre choix que de les tolérer. Et ouais, quand tu ne peux rien faire d'autre, tu tolères. Plusieurs siècles plus tard, d'abord nés comme foyer de résistance, les royaumes du Portugal et de Galice, des Asturies, de Léon, de Castille, de Navarre, d'Aragon et de Catalogne décident de reconquérir la péninsule prise par les Arabes il y a longtemps. On est en l'an 1000. 300 ans après la conquête mort. Les chrétiens aspiraient déjà depuis longtemps à reconquérir la péninsule, mais leur progression ne devient effective et vraiment efficace qu'à ce moment-là vraiment. Face à la menace chrétienne, les musulmans font appel aux Almoravides, une puissante dynastie du nord de l'Afrique qui intègre à son royaume la péninsule et s'engage à la défendre comme sienne. Cela ralentit énormément la progression chrétienne, menée sous la direction des couronnes de Castille et d'Aragon, mais sans vraiment l'arrêter totalement. Et puis il faut dire qu'ils ont quand même du monde derrière, puisqu'il y a l'alliance des royaumes du nord de l'Espagne, mêlant chrétiens, berbères et sûrement visigoths qui à coup sûr ont les boules de s'être pris une raclée il y a des siècles. Et en plus, il y a aussi parfois un soutien européen plus étendu, comme celui que porte Charlemagne au nom du royaume des Francs. De plus en plus refoulés vers le sud, les Maures finissent par se retrancher à l'extrême sud dans ce qui sera le royaume de Grenade. Profitant de querelles entre le Portugal et les royaumes de Castille et d'Aragon, les Maures perdurent encore 2 siècles à Grenade avant qu'on se souvienne d'eux et qu'on finisse par les repousser entièrement de la péninsule le 2 janvier 1492. Exactement la même année à laquelle ont été découvertes les Amériques par Christophe Colomb. Ultime bataille qui mettra fin à 800 ans d'occupation musulmane au cours du règne de Boabdil, 22e et dernier émir Nasrid de Grenade. Durant ce temps, malgré le désir des rois catholiques de détruire toute trace du passage des morts, le monument fut épargné tant sa beauté était époustouflante. C'est moins étonnant quand on sait que son statut de château fort avait rapidement changé pour devenir la résidence royale des émirs, qui forcément s'était mis bien quoi. Et ouais, car les musulmans s'ils étaient pas forts en château fort, bah au moins il était en château mort. Hein Bilout? Ah, Grenade. De ce qu'il convient d'y faire, il y a donc évidemment la Alhambra, fameux dernier bastion musulman, extrêmement prisé et dont la visite nécessite souvent de réserver plusieurs mois à l'avance, ou bien évidemment d'y mettre le prix fort. Il y a néanmoins plusieurs chemins et points de vue qui permettent de profiter de la majesté du monument. Le chemin qui suit le canal reliant les cours d'eau de la Sierra à la Alhambra est une petite curiosité peu fréquentée et très sympa à faire. De là, on aperçoit le quartier d'Albacine, plus ancien quartier arabe de la ville, et celui de Sacromonte, le vieux quartier tzigane du XVe siècle connu pour ses maisons troglodytes. Après ça, on décide de s'attaquer à la Sierra Nevada. Le pic Moulassen du haut de ses 3478 mètres n'étant pas directement accessible à vélo, on opte alors pour son collègue d'en face, le Beleta, qui veut dire girouette en espagnol, et qui culmine à 3394 mètres, soit 84 mètres de moins. Oh merde! Pour l'atteindre, il faut emprunter la route la plus haute d'Europe, même si ce statut fait débat, mais bon ça je te laisse regarder. Celle-ci monte quand même tout à fait jusqu'au sommet, qui est donc accessible en voiture quand il n'y a pas de neige. Et je précise au passage qu'elle est goudronnée. Du grand luxe. L'ascension nous prend une bonne paire de jours, 2600 mètres de dénivelé depuis Grenade quand même, et nous passons une nuit bien fraîche dans la ville de Sierra Nevada, à 3300 mètres sous la petite avancée de ce centre d'entraînement en altitude, le CARD. D'ailleurs, malgré l'intrusion, super accueil des employés, et même du directeur qui nous propose carrément le lendemain une chambre et une douche. Un peu tard, mais c'est quand même trop cool quoi. T'y as retrouvé toi un dirlo qui te propose une chambre et une douche gratis. En plus, l'accueil a eu la gentillesse de nous garder la bagagerie le temps qu'on fasse l'aller-retour au sommet à vide. Et ouais, sinon il nous fallait 2 jours de plus, t'es con couillon. Ce fut en tout cas l'occasion d'aller boire quelques cafés à la cafette et d'aller constater les dégâts dans la glace. Le domaine skiable de la ville est le plus haut d'Espagne et a cet aspect charmant, comme disent les Grenadins, d'offrir la possibilité de se déchausser les skis à la Sierra Nevada et de se retrouver 1 heure de voiture plus tard, les pieds dans la Méditerranée. C'est vrai que c'est ouf quand même. Hein, Bilout? Bloqué par la neige sur la route, mais pas moins déterminé à atteindre le sommet, c'est à pied que nous terminons la montée et c'est au sommet du pic de Beleta que nous atteignons à la fois le point le plus haut mais aussi le plus au sud de notre voyage.
Attention, tour d'horizon. Le pic de Veleta, c'est quand même un sommet depuis lequel on peut voir la dépression de Grenade, et la ville de Grenade même, le désert de Gorafé là-bas au loin. Le pic Moulassène juste en face. Et derrière nous, la mer Méditerranée, et même par-delà cette dernière, et par beau temps, les montagnes du Maroc. Ce fut notre cas, je te le jure, le jour où on est monté, mais la qualité vidéo ne permet pas de le voir là, donc faudra me croire sur parole. En descendant, on tombe sur ce petit groupe de caprins, sûrement des Cabras montes femelles, soit des bouquetins ibériques, dits étagnes lorsqu'il s'agit de femelles. Attends, tu vas aller voir, ça va bouger. Voilà. Après cette descente épique de 2000 mètres verticaux et 50 km horizontaux, on rallie très vite le prochain objectif, le désert de Gorafé. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de désert, hein Biloute ? Bienvenue dans les Badlands, nommés ainsi pour leur surface impropre à l'agriculture. Comme le désert des Bardenas et de Monegros, la région était autrefois couverte d'un grand lac alimenté par les monts environnants. En se vidant via la rivière Guadiana Menor dans le bassin du Guadalquivir, le lac a laissé derrière lui une épaisse couche de sédiments. En raison du climat sec de la région, cette couche de sédiments, faute d'une végétation assez gaillarde pour la retenir avec ses petits bras musclés, eh bien elle se barre. Les habitants du coin ont bien compris qu'en creusant leur maison à même cette couche de fins sédiments, ils échappaient plus facilement à la chaleur infernale de l'été. Maison trahie par les cheminées qui sortent de nulle part à travers la terre et les collines. Car ça caille quand même en hiver. Sous terre, la température des maisons troglodytes varie seulement entre 18 et 20 degrés, et ce toute l'année. Une occasion à saisir vu la facilité que c'est de creuser cette terre qui fond sous la pluie comme de la cire de bougie. Alors au final, heureusement que les pluies sont rares. Mais rares sont les villages qui bordent la région désertique, car il n'y a que celui de Fonelas, au sud-ouest, et celui de Gorafé, au nord-est, qui donna son nom au désert. Tous deux valent le détour pour leurs nombreuses maisons troglodytes et la paisibilité qui y règne. Je te dis ça comme ça, la région aux alentours de la ville de Guadix présente d'ailleurs la plus forte concentration en maisons troglodytes d'Europe. Des villages où la vie semble paisible tout de même, et où chaque rayon de soleil n'est qu'une excuse de plus pour siester en ces fraîches journées de décembre. Je vous invite à adresser la parole à leurs habitants qui, pour la plupart, jeunes comme anciens, vivent dans leur village depuis toda la vida, comme ils disent, et se font en général toujours une joie de raconter à celui que ça intéresse la vie passée et présente du coin. Et là, au loin, on voit la Sierra Nevada qu'on a quitté la veille. Nous passons d'ailleurs une nuit à l'écart, presque en plein cœur du désert, non loin du village de Fonelas, dans une maison troglodyte abandonnée, juste à côté du splendide ermitage troglodyte de San Torquato. Ça, c'est d'ailleurs un truc qui m'a toujours plu dans les ermitages, c'est que leurs constructeurs cherchaient systématiquement à s'installer loin de tout, ce qui engendrait à chaque fois des édifices aux architectures variées et plongés en pleine nature calme et sauvage. Je te fais une petite visite de cette charmante maison qui nous a permis de dormir au chaud tandis que dehors l'hiver s'installe lentement. Et là, à moins de 100 km de Gorafé, se trouve le désert de Tabernas. Il est connu pour avoir servi de décor au tournage de nombreux films, dont voici un décor filmé de loin puisque la visite des lieux de tournage est payante. Y ont été tournés des westerns très connus, entre autres Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, ou Pour une poignée de dollars. Depuis le temps, ces paysages restent d'actualité au cinéma car d'autres films plus récents y ont été tournés, comme Indiana Jones la dernière croisade, Conan le Barbare, Les Dalton, ou encore des scènes de Assassin's Creed, Game of Thrones, Terminator Dark Fate ou Bip Bip et Coyote. Non, ça c'est une blague, hein. Outre son grand intérêt pour le cinéma, le désert de Tabernas a une particularité bien à lui, c'est qu'il est le seul véritable désert à proprement parler d'Espagne et même d'Europe. Eh oui, t'as bien entendu, j'ai menti. Même si les autres ont à première vue des allures de désert, seul celui de Tabernas présente les caractéristiques climatiques d'un véritable désert, et plus précisément d'un désert froid, avec sa température moyenne annuelle à 18 degrés et ses précipitations cumulées inférieures à 250 mm par an. Ce climat particulier lui vient de sa situation géographique. Bien que non loin de la mer, la région est privée de l'humidité de la Méditerranée par les sierras de Gador et d'Alamilla. Le substrat de ce désert lui vient de l'accumulation de sédiments marins, du temps où la Méditerranée rentrait encore dans les terres.
Décidément, on les enchaîne. À peine partis de Tabernas, enfourchant nos fiers bicous, nous partons à la rencontre du dernier désert de cette expédition. J'ai nommé le désert d'Abania, ou de Maouya, c'est selon les deux bleds qui le bordent, goûtez les deux et faites votre choix. Mais avant, quelques images de la ville de Murcia, où il fait sensiblement bon vivre, et de sa région, surnommée le verger de l'Europe, puisqu'elle affiche une considérable production de fruits, légumes et fleurs en tout genre, tirés principalement d'une vaste vallée au sud de la ville nommée la Huerta de Murcia. Les huertas désignant un type d'agriculture maraîchère qui concerne les plaines irriguées du pourtour méditerranéen. Voilà, c'est ça en fait. Sans irrigation, point de culture puisque la région, avec le désert de Tabernas, figure parmi les plus sèches d'Espagne, plus encore qu'en Andalousie. Sans ça, ce ne serait sûrement pas le fleuron de l'agriculture espagnole, même si je passe viteuf sur les sols noirs de plastique de bâche et de goutte à goutte broyés par les tracteurs à l'occasion du labo. Et les cohortes de blagues payées à 5 € de l'heure pour qu'on ait nos salades à 1 € dans les rayons frais. Voilà. Et là on peut dire qu'on s'est fait eu, car non content d'avoir passé une nuit entière à se faire engueuler par les chiens du quartier, fallait en plus qu'on se rende compte au petit matin qu'on avait dormi dans un champ de tribule terrestre, une plante méditerranéenne aux fruits si piquants et durs qu'ils nous ont littéralement empalé les pneus qui, forcément, ont eu leur dose de décortiquage et de rustine avant regonflage. Donc, méfie à la tribule, si t'en vois, passe ton chemin. À peine 30 km au nord de Murcia, le désert d'Abania, une belle étendue lunaire qui fut le plus petit désert que nous avons fait mais qui, à mon sens, figure parmi les plus surprenants. Déjà d'une part pour ses couleurs particulières, allant du blanc au gris clair, et d'une autre, et bien par sa taille qui fait qu'on peut rapidement l'arpenter en une journée, voire une demi-journée à vélo. Une vraie terre du milieu à l'échelle humaine quoi. C'est bien sympathique tout ça. Un chouette désert où règne le palmier dattier qu'on croise un peu partout et qui semble se plaire dans cette région aride. Aride pour nous, mais sûrement un paradis terrestre pour lui au vu de ses origines nord-africaines. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas profité de la restauration de bord de route. Et franchement, avec des dates aussi charnues, ça aurait été con de pas en profiter. Et puis moi j'étais verni parce que je suis tombé sur mais de la confiture je te dis, de la confiture. Une petite curiosité sympa qu'est ce logo de la route 66 peint sur une route abandonnée. Qui, quoi, pourquoi, on sait rien, mais c'est trop cool quoi. C'est en nous rapprochant de Valence que le paysage se met à changer et à devenir typique d'un climat plus méditerranéen que semi-désertique, même si... Pas un brin d'herbe. C'est très secos et caillouteux. C'est secos et caillouteux. En témoigne selon nous l'apparition de champs d'amandiers, de vignes, d'agrumes et de néfliers. En nous rapprochant de la côte, nous tombons sur le parc naturel de la Albufera, l'une des plus importantes zones humides d'Espagne. Outre la plaisance et le tourisme, l'une des activités principales du coin est la culture du riz, qui combinée à la proximité de la mer, offre une gastronomie riche et variée. Inutile de citer la fameuse paella valencienne, qui sera d'ailleurs née au XVIe siècle dans la région de la Albufera, inventée par des paysans voulant se faire un plat nourrissant et varié avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des produits du jardin, comme des haricots, des tomates, des poivrons, mais aussi de la terre comme du poulet et du lapin. Et non, point de poisson ni de crustacés dans la vraie paella valencienne. Néanmoins, et heureusement, la recette a évolué pour intégrer à la paella la richesse de la Méditerranée. Cette version serait quant à elle née sur les bateaux des pêcheurs qui faisaient, eux aussi, avec ce qu'ils avaient sous la main. La remontada se poursuit tranquillement au fil de la Méditerranée. Un dernier petit jour de pluie, simple crachin comparé aux 10 jours de saucé qu'on s'est tapé au Portugal. Nous profitons alors de 2 bus en béton posés le long d'une piste. Le seul truc c'est que t'es obligé de dormir droit, mais bon on y est trop bien quand même. Et en plus, la chance a fait que c'est chacun sa chambre. T'as vu ça, je l'ai dit en une fois. Bien plus qu'un déboire, une expérience et une nuit réparatrice réussie en plus. Ah, la côte méditerranéenne. Plage sauvage aux eaux d'un bleu profond, saluée de maquis luxuriants inondés de soleil. C'est vrai en tout cas dans les zones protégées qui n'occupent pas la majeure partie de la côte. Non, sinon c'est comme ici à Peñíscola, où les immeubles ont largement pris le pas sur les zones naturelles. Si t'aimes les plages béton-goudron et les défilés d'Allemands septuagénaires en vélo électrique, cap sur la Costa. Youhou! Même si la côte a été assaillie par les promoteurs immobiliers, ce n'est heureusement pas le cas en retrait des vagues. Sur les hauteurs, le maquis reste roi et les cultures en terrasse d'oliviers entourées de caroubiers dominent. Un petit mot sur le caroubier qui produit des graines de taille et de poids constant, ce qui en fit une unité de choix pour les Romains lors des transactions commerciales. C'est de là d'ailleurs que vient le mot cara, qui est de nos jours l'unité de mesure fixée à 0,20 g pour les pierres précieuses. Eh oui, on apprend tous les jours avec Joël Sandal. Barcelone, dont nous n'avons malheureusement pas eu le temps de faire le tour, et heureusement, dont Ed Sheeran parle très bien sans nous. Voilà, ça c'est fait.
Nous rentrons doucement par la côte. Les jours raccourcissent, le temps se rafraîchit, mais le soleil est là. Un petit mot sur la jolie commune de Tossa de Mar, connue pour ses plages et son charmant vieux village. J'en mets une couche en précisant que c'est l'un des rares villages côtiers où la forêt arrive encore jusqu'à la mer, sans doute grâce aux falaises qui l'entourent, même si ça n'en a pas découragé certains. À un moment donné, tu peux pas faire plus près là. La belle Costa Brava, côte de Catalogne, le même soleil, les mêmes senteurs, et avec ça et là, quelques mitages rurales. Bref, arrivé à Portbou, dernier village avant la frontière, où nous plantons la tente et profitons des derniers rayons de soleil espagnols. Catalan, bien sûr. Le lendemain, au Coll dels Belitres, nous franchissons enfin la frontière. Au sud, Portbou, au nord, Cerbère. Et au loin, là-bas, le fameux Cap Créus, où viennent mourir ou naître la chaîne des Pyrénées du fin fond de la Méditerranée. 3 petits mots vite fait sur Port-Vendre, port de France métropolitaine le plus proche d'Afrique du Nord, spécialisé dans les fruits et légumes en provenance de toute l'outre-Méditerranée comme le Maroc, l'Égypte, Chypre et tutti quanti. Je vous montre aussi Viteuf Collioure, peinte et repeinte par de nombreux artistes, véritable centre d'art et d'histoire dont le clocher fièrement dressé n'a pas fini d'embellir nos belles cartes postales. Et enfin, je ne pouvais finir sans citer notre bon vieux Canigou, montagne sacrée des Catalans, culminant à 2785 mètres, dont la silhouette, à peine enneigée en cette fin de novembre, ne manque pas de nous rappeler que, ça y est, on est à la maison. Et voilà, chers amis, c'était la vidéo de Joe Lasandral et son padré à travers la péninsule ibérique en bikepacking. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris des trucs, que tu auras apprécié ce que j'ai eu à te montrer, que tu auras bien rigolé aussi parce que c'était aussi l'objectif de cette vidéo. Tu auras vu qu'au final, avec un peu de détermination et peu de moyens, on peut aller vachement loin quand même. Et je dis ça avant de passer au point matos, le générique de fin avec le nom de toutes les musiques dont je me suis servi pour la vidéo et les remerciements. Voilà. Sinon, merci d'avoir visionné la vidéo, ce fut un plaisir. Et tout ça, ça prendra le temps que ça prendra, mais bon, je me presse pas. Ce n'est qu'en attendant la prochaine marée. Et sur ce, hasta la próxima. Donc voilà grosso modo tout ce avec quoi on est parti. Donc je te fais faire le tour un petit peu vite fait. Hop, je passe d'abord au coin vêtements. Un coupe-vent, imperméable pour les intempéries. 2 polaires, voilà, plus ou moins chaudes, mais voilà, deux polaires, toujours par deux, hein, sait-on jamais, si des fois tu as beaucoup transpiré dans un ou que tu en as un qui s'est mouillé, tu en as toujours un sec à côté. 3 t-shirts respirants, voilà, franchement c'est le mieux, parce que tout ce qui est en coton, tout ça s'imbibe de sueur, c'est chiant. 2 pantalons, voilà, un jogging là, basique. Tout ce qui est de plus simple. Et là, voilà, alors tu n'es pas obligé de prendre la même chose, mais moi, je trouve ça très pratique. Un pantalon hyper bien pensé, puisque peut se transformer en short, celui-là. Au niveau des genoux, tu as une fermeture éclair qui fait tout le tour, hein, tu vois, et tu peux le transformer en short. Donc au lieu de te prendre un short et un pantalon, tu prends un pantalon qui se transforme en short et t'as tout gagné. 2 cuissards, voilà, comme je disais, toujours par 2, parce que pour les lavages, on faisait à peu près un lavage tous les 3 jours, donc cuissard que tu portes 3 jours, le temps de trouver de quoi laver et sécher l'autre. Quand tu les sèches en laverie, fais gaffe à ne pas les sécher à trop de température, parce que le plastique qui est dedans, s'il fond, après il a plus son effet amortissant, et au contraire après ça devient dur, ça fait des boulettes dures et ça râpe le cul, quoi. Donc fais gaffe à ça. Bon voilà, nous on n'a pas hésité à mettre un petit peu le prix quand même dans des bons cuissards pour que ce soit plus agréable, quoi. Enfin, parce que on n'est pas non plus des cyclistes de haut niveau, alors il fallait au moins un minimum de confort. Bon, sous-vêtements, voilà, tu vois, j'ai mis 2 caleçons parce que comme tu passes ta vie en cuissard et que tu portes rien en dessous, ça sert à rien de se surcharger en sous-vêtements. 3 paires de chaussettes, voilà, plus ou moins chaudes, plus ou moins longues chacune. Bonnet, si t'as pas de cheveux, et les gants pour quand il fait froid. Mine de rien, ça sauve la vie des fois. Nous, là, ça en plus, c'est des windstoppers. Qui sont coupe-vent en même temps. Donc c'est pratique, comme je te dis, surtout quand tu es à vélo et que tu prends l'air frais en roulant. Je passe au coin pharmacie. Alors tu vois, le coin pharmacie, c'est pas ce qui prend le plus de place. Je vais à l'essentiel. Donc tout le matos pour désinfecter une plaie, hein, voilà, pour panser. Du désinfectant, compresse, du sparadrap. Tu m'as compris. Ça, c'est ton meilleur ami. Parce que les 2 premières semaines, c'est le moment où tu chantes le plus niveau fion.
Donc avant d'avoir le cutané, on s'en est appliqué pas mal le soir avant d'être bien, quoi, avant de pouvoir pédaler sans trop avoir mal au cul, quoi. Bon, il fait ras le gant, hein, parce que toujours la crème solaire, de la bonne crème solaire, parce que franchement, si t'es comme moi et que tu passes du parfum vanille fraise à répétition, vaut mieux en avoir. Parce que surtout à vélo, tu sais, t'es toujours dans la même position, t'as surtout les avant-bras qui prennent le dessus des cuisses et les oreilles, la nuque, enfin voilà. Parce que t'es longtemps dans la même position à chaque fois, donc c'est des positions un peu bâtardes où tu prends cher aux mêmes endroits. Des pastilles purificatrices d'eau. On s'en est pas servi, nous, on a failli s'en servir une fois au Portugal. N'importe quoi, on a failli s'en servir une fois dans le désert des Bardenas, mais finalement ça n'a pas été le cas. Mais prends-en, on sait jamais. Le coin cuisine. Bon, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, voilà, les assiettes, une fourchette, un couteau, une cuillère, les couverts de base avec timbale. Voilà, un réchaud, bien pratique, tu vois, avec un système d'allumage au piezo, tu vois, donc très pratique. Tu crois. Après, pour ce qui est de la bouffe, tu crois souvent. Enfin, t'es jamais très loin de la civilisation, quoi. Donc, c'est pas la peine de se porter une semaine de bouffe sur soi. Là, tu vois, j'ai mis vraiment le strict nécessaire, hein, 2 paquets de riz avec une boîte de thon. Ça, c'est pas mal à avoir sur nous. Si t'as regardé la vidéo en entière, t'auras vu qu'à un moment donné, ça nous a bien sauvé la vie, le thé sucré. Parce que bon, on n'avait pas, hein, voilà, l'essentiel. Moi, je te conseille de toujours avoir un petit peu de bouffe sur toi, pas grand chose, mais tu vois, de quoi pour les coups durs. Là, je passe au fond de sac qu'on avait toujours sur nous. Voilà, tu vois, un sac. J'ai quand même pris un sac taille moyenne, de quoi mettre le Camelback, 2 litres de contenance, sachant qu'on avait aussi 2 bouteilles d'1 litre sur la fourche dans les porte-bidons, ça je te montre après, qui nous faisait à chaque fois 4 litres qu'on portait sur nous. Et on se débrouillait à chaque fois pour avoir 3 litres le soir pour se laver. 1 litre pour se rincer au début et 2 litres pour se rincer après s'être mis le savon. Un poncho. Le poncho, c'est pratique parce que ça t'englobe toi et le sac. Sache que, piège à con, le poncho, si tu le mets sur le vélo, tu l'attaches bien au niveau de la taille, tout ce qui dépasse. Parce que, voilà, moi ça m'est arrivé de me le prendre dans la roue arrière et bon, ça surprend. Couverture de survie, bon, moi j'avais ça, c'est pour moi, hein, pour noter des idées, tout ça, ce qui te passe par la tête, un carnet avec un stylo. Une lampe frontale avec son chargeur. Portable avec son chargeur, voilà, bon, le truc que tu as toujours sur toi, même quand tu pars pas en voyage, hein, voilà, le porte-monnaie avec argent, carte d'identité, carte bancaire, tout ça. Alors, portable, c'est pas celui-là que j'ai pris pour le voyage, hein. Celui que j'ai pris pour le voyage, c'est celui avec lequel je filme cette vidéo-là. Je précise quand même un truc, le portable, c'est avec lui que j'ai filmé toute la vidéo. Donc bon, déjà il avait pas mal de vécu mon portable avant de tourner la vidéo, mais en plus de ça, bon, il a vraiment prouvé sa valeur lors du voyage, parce que Dieu sait que je l'ai malmené, qu'il est tombé, qu'il a pris l'eau, que voilà, il a pris toutes les secousses sur le vélo, enfin vraiment il a bien encaissé le choc. Donc je suis pas du genre à faire de la pub pour les multinationales, mais là vraiment je précise, le mien c'est un Samsung. Je sais pas pour les autres portables, hein, j'en ai pas eu 50, mais franchement, il a bien encaissé le coup. J'ai pu tourner des vidéos de quand même bonne qualité, je trouve, en assez grande quantité, parce que j'avais en tout 3000 vidéos, 3000 courtes vidéos, plus ou moins longues à chaque fois, bien sûr, qui allaient de 10 à 30 secondes, quoi. 3000 vidéos et 3000 photos, et il avait encore de la mémoire. Donc, moi, franchement, ça m'a espanté. S'il faut, il y en a, ça surprendra pas. Mais je trouve quand même que j'ai pas du tout été emmerdé avec lui, quoi. À aucun moment, j'ai dû le vider ou à aucun moment, j'étais embêté avec le fait que, il a souffert quand même. Donc, voilà. Franchement, on fait de bons trucs de nos jours. Voilà. Bivouac. Hop, pour le bivouac, simple, hein. Un sac de couchage. Celui-là, c'est un sac de couchage, tu dors confortablement jusqu'à 5 degrés, donc franchement, ça suffit pour le voyage qu'on a fait. Ça a juste été un peu limite une fois quand on a dormi en altitude dans la Sierra Nevada. Mais bon, on a mis une bâche dessus et ça a très bien été, hein. Si tu voyages avec un ronfleur, nuit réparatrice, très importante, tu prends ta tente à toi individuelle et tu la plantes le plus loin possible
Pas obligatoire, hein, mais franchement, ça nous a bien servi, le hamac. Pour, nous, on s'en est surtout servi entre midi et deux hein, pour la sieste. Surtout dans le nord de l'Espagne, quand il faisait beau, franchement, ça c'était le top. Et voilà, un tapis de sol basique pour dormir dessus. Bon, tu vois, c'est un tapis de gym vraiment de base. Je te cache pas que bon, tu sens le moindre caillou et tout, la moindre racine, tu la sens. Il y a aussi les tapis de sol gonflables qui sont pas mal. Mais bon, faut savoir que un tapis de sol gonflable, c'est bien. Hein, franchement, tu dors comme chez toi, comme à la maison dessus. Tu as une épaisse couche d'air entre toi et le sol. Et en plus, ça t'isole du sol, ça c'est le top. Par contre, il faut savoir que si tu le perces, tu passes vraiment d'un confort extrême à rien du tout, quoi. Donc, même si ça paraît light comme ça, bah, double-le d'une bâche que tu mets en dessous pour vraiment te prémunir de ce genre de couilles, quoi. Mais bon, voilà, même au final, même si on dit qu'un tapis de sol gonflable c'est light, bah si tu es obligé de le doubler d'une bâche, bon, ça revient plus ou moins à ce poids-là, quoi. Mais bon, c'est bien les tapis de sol gonflables aussi. Et enfin, je passe les outils pour le vélo. Donc, alors ça, c'est pas vraiment pour le vélo, mais je t'en parle. C'est un panneau solaire portatif, vraiment très léger, qui, bah, moi m'a permis surtout quand c'était très ensoleillé, hein, enfin, forcément, de recharger pas mal de trucs, hein, les portables, les lampes, les frontales, tout ça. Le GPS aussi, que je t'ai pas montré là parce que je l'ai pas sous la main, mais on avait un GPS aussi. Et voilà, c'est très pratique parce que tu as un port USB au bout qui te permet de brancher n'importe quoi dessus. Supposons tu branches ton portable, tu le branches à ça, tu rentres tout là-dedans, comme ça. Et après, hop, moi je le dépliais sur le porte-bagages. Et pendant que tu roules, ça se recharge tout seul. Ça se recharge mieux, du coup, forcément, à midi, quand le soleil tape en plein dedans. Et quand tu te poses, il faut s'arranger vraiment pour qu'il soit face au soleil, vraiment, qu'il prenne les rayons à 90 degrés. C'est là que ça recharge le mieux. Alors, pour donner un ordre d'idée, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais quand il était neuf, il était assez performant quand même, surtout quand quand il était en plein soleil, évidemment. Hein. Quand c'était posé sur le vélo, ou même quand il était moins ancien, que je sortais en montagne en le posant sur le sac sans vraiment faire attention à son exposition. Je devais réussir à, par exemple, charger la moitié de mon portable, je devais y arriver en une demi-journée, quoi. C'est pratique, on est loin de l'autonomie électrique, hein, parce qu'il est pas de grande taille non plus, mais bon, ça aide. Le matos pour le vélo. Chambre à air, bien sûr. Rustine, normalement il y a la petite colle hein, aussi qui va avec la rustine. Des démons de pneus, très pratique pour éviter de se niquer les doigts à chaque fois qu'il faut le démonter, parce que Dieu sait que tu le fais un paquet de fois ça, démonter les pneus pendant ce genre de voyage. Et ensuite, voilà, des rayons. Alors les rayons, si j'en ai pas changé une dizaine, moi, j'en ai pas changé du tout. Alors bon, ceux-là, je les ai achetés sur place, mais voilà, faut pas se priver de partir avec son lot de rayons, quoi. Je l'ai pris parce que je l'avais, un dérailleur de rechange au cas où, puisqu'on faisait aussi de la piste et des fois un petit peu de chemin de descente, donc ça arrive des fois tu te prends un caillou et tu pètes le dérailleur. Après j'ai pris aussi la patte de dérailleur de rechange. Elle est délibérément faite moins solide que le dérailleur en lui-même pour pas que ce soit tout le mécanisme du dérailleur qui pète. C'est elle qui casse en premier, tu vois. Disons que c'est mieux et moins cher de changer ça que ça, quoi. C'est moins sophistiqué. Ensuite, niveau outils, voilà, ton ami, le WD-40 pour, c'est marqué, hein, chasser l'humidité, nettoyer, protéger les pièces. Et avec ça, bien sûr, là, j'en avais pas sous la main, je peux pas t'en montrer, mais de toute façon, bon, c'est pas compliqué. De l'huile aussi pour graisser la chaîne, surtout quand il pleut, hein, voilà, t'es obligé de le faire tous les deux jours, quoi, tous les 2 jours. Une pince multiprise, des clés à laine de tout type, la pompe à vélo et un chiffon. Alors là, je les avais pas sous la main non plus, mais je vais te montrer vite fait une photo si tu sais pas à quoi ça ressemble. Il y a les outils pour démonter la cassette du vélo. Ça aussi, on l'a fait quelques fois. Voilà, c'est surtout les grosses réparations qu'on a faites. Moi, les rayons, le padré, c'était les roues qui ont sauté en plein vol. Enfin voilà quoi. Ça, c'est le genre de débord qui nous est arrivé. Et bien sûr, évidemment, voilà, les chambres à air qui ont pris cher avec leur lot de rustine et compagnie. Et ça, des petites loupiottes pour être vues à l'arrière par les bagnoles. Très important, surtout au Portugal où ils conduisent comme des fadas là-bas. En plus, c'est le seul pays, je te dirais, où c'est les automobilistes qui klaxonnent les cyclistes pour que ce soit eux qui s'arremblent sur le côté. Enfin bref, j'ai jamais vu ça.
Et voilà, une petite loupiote pour l'avant. Bah, ça éclairait pas des masses, ça. De toute façon, généralement, si t'éclaires devant, c'est que t'as la frontale aussi sur le cap. Donc t'éclaires aussi et surtout avec elle, quoi. Mais bon, c'est pratique pour être vu de devant aussi, quoi. Avec leur chargeur, c'était des chargeurs avec des ports USB que je rechargeais. Ça se rechargeait assez vite, par contre, avec le panneau solaire. Voilà. Ça, c'est grosso modo tout ce avec quoi on est parti, hein, j'ai rien oublié. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre qu'on n'a pas pris? Et ben après s'être fait frôler quelques fois les sacoches au Portugal par des vatanen du volant, on s'est dit ça pourrait être bien d'avoir un rétroviseur. Voilà, ça se vend, hein, il y a des rétroviseurs que tu fixes sur le guidon. Voilà, ça permet toujours. Bon, c'est pas ce qui te sauvera la vie, hein, si on te fonce dessus, mais ma foi, bon, c'est bien de toujours garder un œil sur ses arrières. Et ensuite, je reviens sur le côté imperméabilité. Quand tu roules dans l'eau, tout ça, dans la boue, les roues, ça te projette. Bon, voilà, tu n'apprends rien à personne, hein, ça projette énormément d'eau dans tous les sens. C'est pas mal d'avoir des garde-boue sur les roues pour protéger et le matos par rapport à la roue arrière et aussi de te prendre de l'eau dans le dos. Et pareil pour la roue avant, parce que bah, tout ce qui est giclé contre le cadre, ça t'éclabousse les jambes et tout. Alors ça te protège pas, c'est pas ce qui fait que tu resteras au sec, hein, mais bon, ça t'évite de te mouiller par en dessous, quoi. Voilà, donc c'est les deux trucs principaux qu'on s'est dit qui seraient pas mal, quoi. Qui franchement, bon, rajoute pas énormément de poids sur le vélo. Voilà. Donc voilà la bête chargée. C'est un vieux spé qui a bien vécu et qui a pas fini d'en voir. C'est un VTT à la base, mais on a tâché de l'adapter plus ou moins à la route en changeant les pneus et en bloquant la fourche. Pareil, la fourche c'est une vieille Fox, mais bon, tant qu'elle tient le coup, pourquoi changer? Surtout qu'elle fonctionne encore très bien. Ça c'est la sacoche centrale, faite maison avec une vieille housse à ski, et on y a cousu des velcro pour l'attacher facilement au cadre. Voilà, une fermeture éclair latérale avec un sac plastique étanche pour envelopper les affaires. Et admire-moi donc cette couture à la main. Bon, on n'y mettait pas grand chose, tout juste une polaire et un kawaii, mais au moins c'était déjà ça, et ça permettait de faire un peu plus de place dans les sacoches, et en plus c'était directement accessible sans descendre du vélo, donc ça c'était pas mal. Et à l'arrière, toute la bagagerie avec dessus hamac, duvet et tapis. Puis à l'avant, la tente posée sur des cornes qu'on a rajoutées par la suite. Voilà vite fait comment on pliait boutique le matin, avec le hamac, le sac de couchage et le tapis de sol enfagotés chacun dans leur lot de sacs plastiques. Un peu manouche comme technique, mais très efficace puisqu'on n'a jamais dormi mouillé. Donc ça c'est pas mal. Et juste pour vous montrer, car j'en suis pas peu fier, mon boîtier pour filmer la route monté sur corne. Faites main aux dimensions de mon portable avec de la mousse à jointer les fenêtres sur les bords pour amortir un peu les chocs. Et un trou assez grand pour pouvoir filmer en plan large parce qu'il y a qu'en plan large en fait que les vibrations et les secousses elles passent un peu inaperçues en filmant. Bon, faut dire que le portable il est mouse costaud aussi parce que même sur mesure, bon, fallait encaisser le coup quoi. Et ça c'est la petite fenêtre pivotante qui me permettait de sceller le tout. En tout, le téléphone il a glissé qu'une fois sur une bosse hors de la boîte, mais même si une fois ça suffit, je l'ai rattrapé à temps. J'ai découpé la fenêtre d'une manière qui me permettait de démarrer l'écran en tapant 2 fois dessus, puis de filmer en plan large rien qu'avec le pouce droit et sans retirer la main du guidon. Donc ça c'était cool. Et au final, ça m'aura permis de prendre de jolies images quand même.